Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiser Foot, votre balado podcast vidéo diffusion portant sur toute l'actualité de la Bundesliga et du football allemand. À mes côtés, bien entendu, on retrouve le grand Kaiser en plein hiver et qui a passé un mois de janvier à surveiller bien sûr le mercato tout en se consacrant, j'imagine bien sûr, à son autre passion que sont les sports d'hiver puisqu'on est en pleine saison hivernale, tel que je le disais. David Lortolari, allô Frande, comment vas-tu? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. On a qui s'enchaînent des bons matchs de Bundesliga. Je suis cette saison particulièrement intéressé. Je sais qu'on va en toucher un mot ici ou là, Mathieu, particulièrement intéressé par les étages inférieurs. En haut, évidemment, il y avait le Bayer Leverkusen qui était lancé pleine balle la saison dernière et ça change un peu cette saison. Ça, on en parle régulièrement. Mais au fond du classement, c'est intéressant de voir aussi comment ça se passe avec des clubs très traditionnels, Saint-Pauli, Bochum, d'autres qui arrivent, Holstein Kiel, d'autres qui rament pour rester au niveau qu'ils ont obtenu, comme Offenheim. Vraiment, je suis intéressé cette saison par la deuxième partie du classement. Et on a des matchs qui sont peut-être un petit peu moins appétissants a priori quand on regarde le programme d'une journée après l'autre. Si on n'a pas Francfort, si on n'a pas le Bayern, si on n'a pas le Bayer Leverkusen, on se dit tiens, ça va être moins intéressant. Eh bien non, il se passe des choses. Il se passe des choses, il y a du spectacle, de l'engagement. Et je trouve cette Bundesliga encore et toujours dans son format actuel quand même très intéressante avec cette lutte entre différentes régions. L'Allemagne, c'est ça aussi, hein. On a du Hambourg, on a du Werder Bremen, on a des clubs de l'Ouest, on a quelques clubs de l'Est aussi, même s'ils sont peu nombreux, et qu'on attend le retour de Dresde, de Cottbus, de Rostock, de Lübeck. Allez, je fais un peu de poésie, mais voilà, il y a pas mal de voyages chaque semaine et je suis toujours et encore convaincu par la qualité de ce championnat, même si, je fais un peu long là, Mathieu, de manière introductive, même si en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, on s'aperçoit quand même qu'il faut être très armé pour lutter contre les écuries européennes. Voilà, si on se concentre exclusivement sur le championnat d'Allemagne, on a quand même déjà beaucoup à faire. Avec un œil, et j'encourage nos auditeurs à l'avoir aussi, un œil sur les grosses écuries en deuxième division, Kaiserslautern notamment, le Hamburger Sportverein évidemment aussi. Voilà, des très gros clubs qui sont là et qui veulent remonter. Hertha Berlin aussi par ailleurs, mais qui lui est beaucoup plus bas dans le classement. Et puis même en troisième division, hein, je parlais de Cottbus et de Dresde, voilà des clubs qui sont légendaires en Allemagne et qu'on a envie de retrouver en haut un jour ou l'autre. Donc ça bouge, il y a des choses à voir, il y a des choses à suivre, à découvrir. On a de quoi faire avec ce championnat. J'adore ton introduction, d'autant plus qu'on parle peu des deuxième et troisième divisions. On a rarement l'occasion d'en parler. Il faudrait pratiquement faire une émission spéciale, un peu Oui. comme j'ai fait dans mon défunt podcast Terminator où j'avais tracé un portrait de comment ça fonctionne, les promotions, relégations jusqu'à la cinquième division. Allez réécouter cet épisode-là, émission spéciale. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, il y a une mine d'informations là-dedans, même si, contrairement à David, je n'évoque pas avec autant de nostalgie ces équipes de l'ancienne Allemagne de l'Est. Un peu plus, je pense, David, tu reculais dans le temps avec la DeLorean de Retour vers le futur. Mais bon. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, des grandes villes comme le Dynamo Dresde, le Magdebourg, on pourrait parler de Carl Zeiss Jena. Tu sais, ces clubs qui parlent aux gens qui ont connu un peu le football dans les années 70, 80, 90, 70, 80, 90, pour ceux qui parlent un peu avec un vocabulaire La un peu francophonie différent, mais vous belge. m'avez tous compris. Non, voilà, dans le football d'aujourd'hui où le business écrase beaucoup les choses, si on peut retrouver quelques-uns de ces clubs qui ont eu des heures de gloire par le passé, ça fait du bien à l'âme aussi. Bon, après, ça peut être des montages très artificiels, mais voilà, des clubs comme ça, les retrouver sur la carte, c'est forcément un bonheur pour les supporters et pour les spectateurs locaux au moins. Ce qui m'amène à parler, bien entendu, d'entrée de jeu, vu qu'il s'agit de la première émission de 2025. On va revenir, bien sûr, sur le mercato hivernal. Un mercato plus tranquille que les deux tempêtes de neige que nous avons eues ici au Québec en l'espace de 4 jours. Je suis allé même revoir, pour être certain que je ne me trompais pas, le mercato hivernal en Bundesliga cette année tient en à peine une page sur Internet, ce qui est quand même assez fascinant. Et plus encore, je constate qu'on a davantage parlé de départ que d'arrivée en Bundesliga. En fait,
Parlant de départ, je vais donner un exemple. Mathys Tel, qui quitte le Bayern de Munich pour aller à Tottenham. Je pense à Daniel Malen, qui est parti en Angleterre, lui aussi, à Aston Villa. On passe aussi à un autre départ qui est peut-être moins connu, mais c'est celui, par exemple, de Jordan Sibachia, qui quitte l'Union Berlin pour aller à Reims. C'est un transfert de 5 millions. C'est pas rien. Et surtout, le départ d'Omar Marmouche avec Manchester City, qui quitte donc l'Eintracht Francfort, mais qui semble encore une fois, un peu comme avec le départ de Randal Kolo Muani à une certaine époque, l'Eintracht semble très bien outillé. Et d'ailleurs, au plan des arrivées, on a été chercher Eli Wahi, notamment, et un autre vétéran, tu parlais de la Belgique tantôt, Michy Batshuayi, qu'on est allé chercher à Galatasaray. Et on a déjà Hugo Ekitike qui fait très bien là-bas. Voilà un peu en gros. Il y a peut-être le RB Leipzig qui a confirmé que Xavi Simons, maintenant, c'est officiel, après qu'il a été prêté pendant plus d'1 an par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française a accepté de vendre pour au moins 50 millions d'euros Xavi Simons. Je pense qu'il n'y avait plus de place pour lui au sein du PSG, au RB Leipzig. Mais en gros, c'est un mercato plutôt tranquille, mon cher David, avec donc plus de départs que d'arrivées. Je comprends qu'en Allemagne, on fait souvent profil bas, mais rarement à ce point-là, je trouve. Alors toi, je veux dire, de façon globale, comment tu as perçu ce mercato hivernal, mon cher David? Ben, j'ai la sensation, alors on va voir, c'est peut-être une fiction qui va être démentie dans les prochains cycles, dans les prochaines saisons, les prochaines années, mais j'ai la sensation que cet épisode de marché d'hiver, à défaut d'être refermé complètement, c'est-à-dire de ne plus avoir cette fenêtre de transfert à mi-saison, en Allemagne, j'ai la sensation qu'ils sont déjà passés à autre chose, si tu veux. C'est-à-dire, on considère qu'on fait son marché l'été pour la saison complète, on prend ses responsabilités. Et on oublie le recadrage, le replâtrage, le correctif de l'hiver parce qu'on estime que ça fausse la compétition. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les clubs sont tellement vertueux qu'ils s'en passent alors que c'est possible de faire des transferts. Je veux dire simplement que je ne serais pas surpris qu'en Allemagne, on finisse par prendre la décision d'abandonner le marché des transferts, purement et simplement l'hiver, pour des raisons d'équité, pour des raisons de revenir à la raison, justement. Et si l'Allemagne devait être leader dans cette façon de voir les choses, ça ne m'étonnerait pas du tout. Cela dit, ça c'est un élément de contexte dans les pensées, dans les souhaits. J'ai la sensation que beaucoup aimeraient qu'on en termine avec ce marché des transferts hivernal. Cela dit, dans l'état actuel des choses, j'ai la sensation que d'une part, on est en phase de consolidation quand on est dans un marché comme ça, c'est-à-dire que tu les as mentionnés très bien, les cas essentiels cet hiver. Xavi Simons, c'est un gros pas en avant pour le RB Leipzig que de s'octroyer un tel joueur, c'est-à-dire qu'il était en prêt, il était coté, donc c'est un effort considérable quand même pour un club déjà comme le RB Leipzig pour acquérir ce joueur véritablement. Et donc, c'est de la consolidation. C'est considéré comme déjà un gros effort. Et puis, pour les autres, on joue sur du prêt, quoi. Y a beaucoup de prêts. Par exemple, à Bochum, on fait venir un Georgios Masouras qui a fait beaucoup de mal à Borussia Dortmund le week-end dernier, qui a marqué 2 buts. Et Masouras est en prêt d'Olympiakos Le Pirée parce que Bochum ne veut pas mettre ses finances en péril et se dit bon ben voilà, on a besoin d'un ou deux joueurs pour se renforcer, pour lutter, pour ne pas descendre. On va faire venir en prêt un ou deux éléments. Ça a marché très bien là à court terme dans ce match contre Dortmund. Et je pense qu'en Allemagne, en ce moment, on est plutôt là-dessus. C'est-à-dire, on veut pas et même le Bayern d'ailleurs, hein, on ne veut pas faire d'achats à 40, 50, 60, 80, 100 millions d'euros. On veut jouer sur des ajustements, sur des variables d'ajustement. Alors peut-être que les joueurs ne se sentent pas hyper valorisés d'être prêtés, mais au moins ils ont du temps de jeu et ils ont leur chance. Et quand on a un peu plus d'argent, effectivement, Francfort a laissé partir des joueurs très chers récemment, Randal Kolo Muani, Omar Marmouche, ça a rapporté beaucoup d'argent et là on peut se permettre effectivement de faire un ou deux achats, c'est clair. Pour le Bayer Leverkusen, la question va se poser aussi dans les prochains mois, l'été prochain, si on doit laisser partir Florian Wirtz, 130, 150, 160, 170 millions d'euros,
on va pouvoir se permettre de faire 1 ou 2 achats, évidemment, pour essayer de rebondir. Mais le marché, il est comme ça en Allemagne. On s'est dit, voilà, si je fais un achat à 30 millions, c'est déjà énorme. Ne pouvant pas le faire ou ne voulons pas prendre le risque, on se rabat sur des prêts. Ça marche quand même plutôt pas mal. Il y a plutôt de bons exemples récents sur des prêts. Et derrière, il faut, si le prêt a fonctionné, on peut être prêt, justement, sans jeu de mots, à faire l'effort pour se dire, voilà, je mets 4, 5, 6, 7, 8 millions d'euros pour acheter le joueur définitivement. Il y a souvent des clauses, des potentialités d'achat après le prêt, et on est plutôt sur ce modèle-là que sur des modèles d'achat cash, si je puis dire. Ça peut paraître un petit peu petit bras, mais je pense que ça correspond aussi à l'écosystème financier du moment, et globalement, ça marche quand même souvent plutôt pas mal. En effet, et puis, dans ce que tu as dit au début, à propos de l'abandon du mercato hivernal, j'ai comme le sentiment que c'est peut-être le cas en Allemagne plus qu'ailleurs, on veuille récompenser ceux qui font leur travail en amont. Voilà. Davantage. Et ça, et donc ne pas compenser ceux qui, justement, ont peut-être mal recruté. Exact. Je comprends qu'il puisse avoir des blessures, mais ça fait partie du jeu pour tout le monde. Hein. Il y a un facteur à un moment donné. Parfois, il peut y avoir un peu de chance aussi dans la configuration de ce qui arrive. Mais après, moi, j'ai tendance à penser, étant donné la façon dont le marché du foot est fait et qu'on ne semble pas vouloir instaurer d'autres règles qui, selon moi, mériteraient d'être considérées, ne serait-ce qu'une limite de dépenses ou une sorte de plafond salarial comme on a ici un peu, là, ben, essayons de trouver autre chose qui permettrait peut-être de mieux gérer le marché des transferts, le mercato. Et comme tu disais, faire ton magasinage d'été, si tu le fais bien en amont pour préparer ton équipe, il y a des chances que tu en sois récompensé non seulement en début de saison, mais pendant toute la saison. Ça reste un marathon, mais si tu as les mêmes joueurs pendant le même marathon, au lieu d'essayer de changer les règles du jeu à mi-parcours, c'est sûr que ça amène une différence. Mais en Allemagne, c'est ça, comme je le disais, je constatais qu'on a été plutôt davantage axé sur les départs. On a laissé partir certains joueurs. Il y a eu quelques arrivées, mais rien de franchement notable. Alors, j'ai comme le sentiment que la plupart des équipes, peu importe leur situation, on va y revenir. Leur idée était quand même généralement pas mal faite. Je pense que ça souscrit à ce que tu viens de faire comme analyse par rapport à ça. Là, maintenant qu'on a fait le tour du mercato, j'aimerais qu'on parle un petit peu, puis je vais faire le lien avec un autre sujet. J'aimerais qu'on parle un peu du Borussia Dortmund. Ça ne va pas très bien en Bundesliga cette année. On est en 11e place et avec 14 matchs à faire pour terminer la saison. Les chances de voir Dortmund se classer dans le top 4 s'avèrent bien minces. Donc, participer à la prochaine Ligue des Champions semble extrêmement difficile. Une compétition européenne, ça reste accessible, mais quand tu es 11e, ça fait beaucoup de clubs en avant à dépasser. Ça reste compliqué, même si c'est très serré. Je te connais, David, tu en as déjà parlé sur les ondes de RFI notamment. Il y a une différence de points qui est très mince entre la 11e place et les places européennes. Il y a une course très resserrée. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, il va falloir que Dortmund n'ait pas droit à l'erreur. En plus de ça, on a congédié l'entraîneur Nouri Sahin, étant donné le sentiment d'urgence auquel le club jaune et noir fait face. Mais on a été chercher Niko Kovac. Moi, ça m'a laissé perplexe quand j'ai appris cette nomination comme entraîneur à Dortmund. C'est un entraîneur qui n'a pas vraiment réussi au Bayern Munich, n'a pas vraiment réussi avec Wolfsburg. Alors, je ne sais pas s'il va réussir au Borussia Dortmund à faire remonter cette équipe qui a rapatrié Sébastien Haller en retour de prêt. Parce que là, c'est Lou Guirassi. Bon, on sait qu'il est bon, mais il est blessé. Il y a quelque chose au niveau de la carburation qui, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, il y a eu des changements. Je comprends qu'il y a des vétérans qui sont partis, mais je crois pas qu'il faille tout expliquer ce qui ne va pas à Dortmund par rapport à que ce soit le recrutement ou la volonté de rajeunir les cadres. On a quand même des éléments stables auxquels on était en droit de s'attendre quelque chose de plus. Je pense à Adeyemi, à Julian Brandt, et là, encore une fois, on dirait qu'on ne les voit plus à nouveau. C'est quand même étrange. Alors, je veux qu'on parle de Dortmund parce que, curieusement, Dortmund s'est quand même qualifié en Ligue des Champions en 16e, en match de barrage. J'allais dire en 16e de finale, mais c'est un peu la même chose. Mais moi, je ne vois pas Dortmund réaliser un exploit comme l'année passée et à se rendre en finale contre toute attente, même si
Il y a une histoire de Dortmund en compétition européenne. Est-ce que peut-être le fait d'être éliminé prématurément en Ligue des Champions, si ça se produit bien sûr, ils vont avoir assez d'énergie pour se concentrer en Bundesliga et sauver leur saison avec une qualification dans l'une des compétitions européennes? Est-ce que tu crois aux chances de Dortmund de se relancer? Avec Niko Kovac comme nouvel entraîneur, David, j'ai hâte de t'entendre à ce sujet. Oui, Nico Schlotterbeck, qui est un joueur de caractère en défense, qui a du talent, qui a de la personnalité, a estimé, je crois que c'était hier, ce dimanche, que la saison catastrophe n'était pas loin pour Dortmund. Sous-entendu, si on perd tôt en Ligue des Champions et qu'on ne se redresse pas tout de suite en championnat, ça peut être une saison très très morne à l'arrivée. Donc il y a cette menace-là, cette crainte-là qui pèse de plus en plus sur les épaules et dans les têtes des joueurs, à mon avis. Dortmund, il y a plusieurs soucis. Effectivement, l'entraîneur, j'ai été un peu surpris aussi. Alors, pour rendre hommage à Niko Kovac, malgré tout, il avait fait de belles choses avec l'Eintracht Francfort. Mais derrière, avec le Bayern, avec Wolfsburg, on n'a pas identifié, comme observateur, une identité de jeu particulière, un style de jeu différenciable des autres. C'était un peu de la bouillie, quoi. Kovac était un joueur et est un homme de mentalité, d'engagement. J'ai pas de doute sur sa capacité, effectivement, à, s'exprimer de manière charismatique auprès de ses joueurs. J'ai plus de doutes sur sa capacité à s'adapter à un effectif pour dire voilà, on va jouer comme ça, on va imposer notre personnalité, on va imposer notre style. Et je ne suis pas le seul à avoir ces doutes. J'ai vu des éditorialistes en Allemagne dire Kovac, ok sur la mentalité, sur la capacité à mobiliser un groupe, mais derrière, sur l'identité de jeu, gros point d'interrogation. Et ce qu'on a vu là, ce qu'on a vu contre Bochum et lors de la défaite qui a précédé contre Stuttgart, où le Borussia Dortmund a mis de l'engagement, il n'y avait pas de doute sur la volonté des joueurs de faire des efforts. Ça, c'est du Kovac, tout craché. Ça, c'était OK, mais le jeu derrière, il y avait quoi? Ça ressemblait pas à grand-chose. Qui mène le jeu? Quelle est la hiérarchie dans l'équipe? Et ça, Kovac, je suis pas sûr qu'il arrive à faire mieux. Ça, c'est un premier niveau. Au-dessus de lui, c'est la guéguerre. Sven Mislintat, le recruteur, a été écarté. Ça veut dire que Sébastien Kehl a désormais plus de responsabilités. Mais Kehl va être du coup plus en avant et va devoir faire ses preuves lui aussi comme responsable du sportif, comme responsable du secteur professionnel. Il avait demandé plus de responsabilités. Je suis pas sûr que messieurs Zammer, Watzke et Ricken au-dessus de lui fassent une confiance aveugle. Je suis même sûr du contraire. Donc il y a des luttes de pouvoir aussi à l'intérieur du Borussia Dortmund dans les étages de la direction. Direction, entraîneur, pas top. Et les joueurs, on se pose toutes les semaines la question, est-ce que cet effectif est équilibré? Est-ce que cet effectif est bien hiérarchisé? Est-ce que cet effectif a des joueurs aux fonctions importantes bien répertoriées, bien identifiées? On a la sensation que non. Et il y a eu, une newsletter là, qui est parue aujourd'hui à propos du grand journal local, le Ruhr Nachrichten, le grand quotidien local, qui pose la question, est-ce que le BVB ne manquerait pas d'alternative? C'est-à-dire, est-ce que l'effectif est assez fourni, est assez dense? On voit que Kovac est obligé de puiser chez les jeunes. Alors, ça n'est pas une tare, bien entendu, de faire venir dans le groupe pour des gros matchs 1, 2 ou 3 jeunes parce qu'il y aurait des blessés, parce qu'il y aurait des joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a pas de profondeur malgré tout. Hein. Et on a vu que les jeunes lancés dans le grand bain à froid, ça pouvait être catastrophique. Je me rappelle d'un Kabak, par exemple, qui avait démarré en Bundesliga, qui a été expulsé dès son premier match. Parce qu'il mettait trop d'engagement, parce qu'il n'était pas canalisé par ses partenaires, parce que l'entraîneur n'avait pas réussi à le canaliser. C'était Nuri Sahin à l'époque. Donc, difficulté dans l'encadrement, difficulté de l'entraîneur à faire passer des messages clairs, difficulté des joueurs sur le terrain qui sont perdus à la première difficulté, un but encaissé, une expulsion, quelque chose qui ne va pas. Dortmund aujourd'hui n'est pas en mesure de se redresser.
Néanmoins, tu as cité Adeyemi, j'ajoute Julian Brandt, Schlotterbeck, Gregor Kobel, Sabitzer, Emre Can à son meilleur. Tu as quand même dans cette équipe des joueurs qui sont capables de se transcender sur un match de Ligue des Champions. Donc oui, Dortmund, il l'a montré à Lisbonne, peut se qualifier contre le Sporting sans problème, peut faire un gros match contre un gros d'Europe. Oui, donc peut se hisser en 8e et si le tirage n'est pas trop défavorable, peut se hisser en quart de finale. Derrière, ça relèverait de l'exploit et en championnat, très honnêtement, même si le nombre de points est assez resserré encore entre la 3e, 4e place et la 11e, 12e place, ça commence à devenir compliqué. Il y a des équipes meilleures, il y a des équipes plus constantes. Honnêtement, aujourd'hui, je vois Dortmund, on n'est pas des visionnaires, mais je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait des articles au cours de la saison depuis septembre, octobre, novembre. On ne voit pas de continuité, on ne voit pas de force qui se dégage de ce club et on ne voit pas d'allant crescendo. Tu as la sensation que ça se délite petit à petit. On a vu sur le match de ce week-end des joueurs un peu s'interpeller, s'écharper, il y a eu de l'incompréhension. Je crois que c'était Valdemar Anton qui est rentré un moment vers la fin ou qui était remplaçant à ce moment-là, je ne sais plus, mais il s'est chauffé en bord de terrain et on a vu de l'incompréhension avec, je crois que c'était Serhou Guirassy, et on a la sensation que ça ne communique pas, c'est pas efficace, c'est pas optimisé, l'ambiance va être de plus en plus pourrie au fil de la saison si ça ne va pas mieux. Et honnêtement, le Dortmund actuel n'est pas en mesure, à mon avis, de revenir vers les places de Ligue des Champions. Il faut être clair, il faut changer les choses. D'ailleurs, les supporters le disent sur les réseaux. Balayez-moi tout ça et on repart de zéro avec des bases plus saines. Direction, entraîneur et joueurs. Il y a du boulot à Dortmund, Mathieu. Il y a une expression chez nous dans le sport professionnel d'équipe où on dit « ça joue comme Semné ». Alors, étant donné les conflits à l'interne au sein de la direction du Borussia Dortmund, c'est pas étonnant à mes yeux que ça rejaillisse sur le terrain. À un moment donné, quand tu as des conflits en haut, ça rejaillit toujours sur les joueurs. La façon dont la direction est menée ou comment la direction fait les choses, ça rejaillit toujours en bas. C'est pas la même chose que le ruissellement en économie. Là on parle du sport. Cela dit, je vais s'avancer un peu vite parce que j'avais dit en match de barrage que Dortmund pourrait ne pas aller très, très loin. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une victoire convaincante à Lisbonne contre le Sporting. Ouais. Maintenant, au prochain tour, ils peuvent tomber sur un adversaire quand même de plus fort calibre. Et c'est peut-être en 16e, selon moi, où ça va être plus compliqué. Et de l'autre côté, je posais la question un peu sous l'angle, est-ce que le Borussia Dortmund ne devrait pas plutôt se concentrer sur sa saison? Même si je comprends qu'en Europe, on ne veut rien laisser à l'adversaire. Je ne dis pas de jouer avec le frein à main. Au contraire, cette équipe a besoin d'être relancée. Tu as parlé de communication. Tu as tout à fait raison. On a l'impression que les joueurs ne se comprennent pas sur le terrain, ce qui est étonnant, alors qu'il y en a qui ont déjà joué ensemble depuis quelques années dans cette équipe. Tu les as mentionnés, j'en ai parlé aussi. Il y a moyen de faire mieux qu'une 11e place au moment où on se parle au classement du côté du Borussia Dortmund, j'en suis persuadé. Le dossier va être à suivre, mais en même temps, je comprends les partisans, ce qui me permet de saluer au passage notre ancien collaborateur et partisan numéro 1 du Borussia Dortmund, Anthony Tessier. Je comprends les partisans d'être, comme on dit vulgairement, en beau maudit, de voir la situation et de vouloir balayer tout ça, quoi, d'un revers de la main pour recommencer. Parce que ça commence à être frustrant, surtout quand tu vois d'autres équipes, même parfois avec moins de moyens que Dortmund, réussir à mieux faire. Et je sais en Allemagne comment on raisonne lorsqu'on parle de pragmatisme, ça je l'ai compris. De voir, par exemple, une équipe comme Fribourg qui est 5e au classement, alors que Christian Streich n'est plus l'entraîneur, on en a parlé plus tôt, et Fribourg continue sur sa lancée. Peut-être qu'on y reviendra au courant de la suite de la saison, mais toujours est-il que tu as des équipes avec moins de moyens qui font les joueurs collectivement s'entendent, fonctionnent en harmonie sur le terrain. Alors, donc, ça va être à suivre. Même si Dortmund, en Ligue des Champions, son parcours pour l'instant risque fort de continuer en 8e de finale. Maintenant, puisqu'on parle justement des compétitions européennes, on va résumer le tout très rapidement. Leverkusen, classé dans le top 8, est donc déjà qualifié pour les 8e de finale, attend donc un adversaire. En quelque sorte, je pense que du côté du Bayer Leverkusen, on a prouvé qu'on avait ce qu'il fallait pour compétitionner au plus haut niveau des compétitions européennes après cette phase de groupe, dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich était
un bloc en dessous. On a bien fini le parcours après avoir connu des ratés et des difficultés qu'on n'avait pas connues depuis longtemps en phase de groupe du côté du Bayern Munich. Et on est en bonne posture pour éliminer le Celtic Glasgow après une victoire de 2-1 en Écosse et donc passer au tour suivant. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme équipe? Alors, on a parlé du Borussia Dortmund. Là, je veux qu'on parle un peu des deux éliminés, rapidement. Stuttgart est pas assez proche de se qualifier. On a l'impression que leur parcours en Ligue des Champions, c'est un peu comme leur parcours en saison. On a eu des problèmes de démarrage, mais lorsque la carburation a été trouvée, l'équipe a connu une progression vers l'avant. Aussi bien en Bundesliga, où ils sont remontés au classement et sont dans les compétitions européennes, si on parle du sommet du classement, mais aussi, on n'est pas assez proche de se qualifier parce qu'on a bien fini le parcours, malgré une défaite contre le Paris Saint-Germain. On a bien compétitionné à la fin. Puis ensuite, on a, ça, je veux qu'on en parle surtout, le RB Leipzig. On a terminé dans les bas-fonds du classement. Après plusieurs années où on se qualifiait au-delà de la phase de groupe, les hommes de Marco Rose se sont plantés royalement dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, avec 7 défaites notamment. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a une explication pour qu'on arrive à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné du côté du RB Leipzig en Ligue des Champions? Bah, alors, il y a une explication un petit peu qui sert d'excuse, un petit peu, mais qui est valable à mon sens, c'est que le calendrier était difficile, vraiment. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de match aller-retour hein, sur cette nouvelle formule actuellement, donc on peut tomber, par exemple, à domicile contre un très gros et perdre, et ça n'est pas infamant. Et à l'extérieur contre un gros mais pas très gros, et perdre aussi, et ça n'est pas infamant. C'est un peu ce qui arrivait au RB Leipzig, avec des défaites systématiquement par un but d'écart, où le club a fait les efforts, où les joueurs n'ont pas été ridicules, et derrière, ça n'a jamais basculé du bon côté. RB Leipzig a monté très fort, très vite, sur les 15 dernières années, et là, maintenant, on est au stade où forcer la porte des quarts de finale, par exemple, des huitièmes, des quarts de finale de Ligue des Champions, ça nécessite à la fois de la constance, des solutions de rechange quand ça ne va pas. Quand vous avez, par exemple, un Xavi Simons blessé, et comment vous le remplacez? C'est quand même pas évident pour un club comme Leipzig. Malgré tout, même s'il y a des joueurs formidables, Benjamin Šeško, Loïs Openda. Mais bon, voilà. Mais on remplace pas, je comprends qu'on ne remplace pas un joueur qui est remuant sur un terrain avec les attitudes que Xavi Simons. Oui. Donc le tableau n'est pas négatif sur ce qu'ils ont produit, sur ce qu'ils ont proposé. Effectivement, ça 0 point au bout de, je crois que c'était 6 journées ou quelque chose comme ça, ou 5, ça commençait à faire un peu tâche, mais le RB Leipzig, alors il y a des soubresauts cette saison, il y a des points. Eux aussi, je pense, ont mal démarré la saison. Là, ça va un peu mieux. Ils sont revenus dans le top 4 quand même. Oui, voilà. C'est ce qui est la place du club actuellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, le RB Leipzig n'envisage plus de ne pas être dans les 4 premiers en fin de saison. Ce qui ne signifie pas qu'il est à la hauteur de Leverkusen, le Bayern Munich et d'un Francfort qui, cette saison, surperforme. Et qui a, parenthèse, qui a terminé aussi dans le top 8 en Ligue Europa et donc est passé automatiquement au tour suivant, c'est-à-dire les huitièmes de finale, en attente donc d'un adversaire. Francfort, mais on en a déjà parlé un peu, puis on va en reparler plus tard, mais je voulais juste faire cette parenthèse-là que Francfort a bien fait sur les 2 tableaux. Oui, et puis en plus, là, ils sont dans leur culture européenne. La Ligue Europa, c'est fait pour Francfort, c'est clair. Et puis après, c'est clair que si tu regardes le classement actuel, Bayern, Francfort, Leipzig, les gros budgets sont là. L'exception, c'est Dortmund, évidemment, qui est catastrophique cette saison, globalement. Mais Leipzig, il devance Fribourg, il a un budget bien plus fort que Fribourg. Il devance Mayence, il a un budget bien plus élevé que Mayence. Stuttgart est un peu en dessous, là, mais parce que justement, il fallait gérer. C'est un peu nouveau pour Stuttgart récemment. Il fallait gérer Ligue des Champions plus championnat. Et Sébastien Hoeneß fait beaucoup de belles choses, mais ils ont quand même eu quelques défaites un peu dérangeantes qui plombent un peu. La carburation a mis du temps à s'enclencher. Ouais, voilà. Et puis, donc là, on n'a pas trop de surprises. RB Leipzig est aux portes. Et maintenant, il faut forcer la serrure, c'est-à-dire réussir des perfs contre des gros, mais en plus, mettre de la densité dans l'effectif. Et ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas en 6 mois. Il faut mettre des dizaines de millions d'euros. Donc, on est un peu entre deux, c'est-à-dire on est supérieur au club qu'on a cité,
Mönchengladbach, Wolfsburg, Brême, même Dortmund maintenant, Fribourg a fortiori, Mayence. On est supérieur à ces clubs-là, mais au-dessus, bah, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut une expertise dans le recrutement, une expertise dans la constitution de l'effectif, il faut de la stabilité. Et il faut des perfs. C'est-à-dire que bah, Xabi Simons, là, c'est un gros effort. On le disait en début de podcast. C'est un gros effort qu'a consenti Leipzig pour garder ce joueur-là. Et ça veut dire que le club cherche à se stabiliser aujourd'hui, à ce niveau-là. Et il faut savoir raison garder aussi. C'est un objectif intermédiaire qui est indispensable pour Leipzig. On l'a vu, c'est une équipe qui peut déranger très fort le Real Madrid sur une mi-temps. Qui peut réussir une perf contre Manchester City, je ne sais plus si c'était la saison dernière ou il y a 2 ans, où il y a une expulsion complètement ridicule. Je crois que c'est Gvardiol qui se fait expulser ou qui concède un coup franc complètement lunaire et ça tourne en faveur de Manchester City. Mais à ce moment-là, les deux équipes sont les yeux dans les yeux. Ouais, sont au coude à coude. Mais sur une mi-temps, c'est très bien, ils en sont capables. Après, sur un mini-championnat et sur une saison complète, c'est encore autre chose. Voilà, donc les explications, est-ce que Marco Rose est limité dans ses capacités d'entraîneur? C'est pas sûr, ça va quand même plutôt pas mal pour lui. Après, il y a quand même des frustrations là, et on entend aussi des supporters de Leipzig qui disent « Ah ben, il va falloir peut-être après viser encore plus haut dans l'expertise. » Un Jürgen Klopp qui est arrivé, n'est-ce pas, comme directeur du football, directeur des clubs Red Bull. Ça, c'est une pierre importante dans l'édifice. Il faut lui laisser le temps, là, aussi. Là. Exactement. Exactement. Donc, moi, je n'irai pas trop plus loin dans les explications. Après, on peut rentrer dans les détails de l'effectif. Est-ce que certains joueurs ont l'étoffe pour être un grand d'Europe, pour être en quart, en demi de Ligue des Champions, ont l'étoffe pour être champion d'Allemagne? Peut-être que pour certains, c'est un peu limite. Et puis, comme tu le dis régulièrement aussi, il faut un peu de chance parfois sur certains matchs, sur certaines séquences, sur certaines blessures. Je ne suis pas tellement inquiet sur la capacité du RB Leipzig, au moins vraiment à s'installer à ce niveau-là. Ben, je vais juste compléter rapidement ce que tu disais, parce que Leipzig, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on les suit. Oui. J'ai comme l'impression qu'il leur manque toujours 1 ou 2 éléments qui leur permettraient de briser un plafond de verre ou de franchir une étape. Est-ce que c'est un vétéran? Mais on a l'impression qu'il manque encore un petit quelque chose qui leur empêche justement d'aller chercher le petit plus, ce petit truc en plus, comme on dit chez vous, pour justement passer à la prochaine étape et qui sait arriver à faire ce que Leverkusen est parvenu à faire l'an dernier, c'est-à-dire de chercher un titre. C'est-à-dire d'avoir toutes les pièces du casse-tête en place. Un exemple, moi, je trouve que Leipzig, défensivement, c'est encore... ça me laisse encore perplexe. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et souvent, ça les rattrape, notamment dans des matchs que Leipzig est censé gagner face à des équipes, tu les as mentionnées, qui sont soi-disant plus faibles sur papier. Mais là, c'est là qu'on voit que ça se joue sur le terrain. Et c'est ça. C'est que ces petites lacunes font que Leipzig perd des matchs que l'équipe devrait gagner. Ce monde compétitif, tu l'as dit, 45 minutes, 60 minutes, mais après, ça finit par craquer où il arrive un petit détail qui se retourne fatalement contre eux. Moi, si je suis Jürgen Klopp, mais je pense qu'il est assez intelligent pour s'en apercevoir. Je regarderais, mais qu'est-ce qui manque exactement? Je ne pense pas qu'on ait besoin de tout chambarder à Leipzig, mais qu'est-ce qui manque là, pour qu'à un moment donné, là, on se dise, ça y est, là, on a comme toutes les pièces en place à tous les postes pour que collectivement, ça fonctionne et qu'on passe à l'étape suivante. Parce que ça fait quand même plusieurs années là, que Leipzig, oui, sont régulièrement dans le top 4, mais probablement que les partisans aspirent à quelque chose de plus maintenant. On a été habitués. Là, on aimerait, surtout avec Leverkusen qui a goûté au titre l'an dernier, ben là, on aimerait sans doute y goûter. Encore plus, sachant que Leipzig a gagné 2 années consécutives la Coupe d'Allemagne. Et c'était leur premier titre. Donc, moi, je me dis, l'appétit vient en mangeant. Mais il va falloir travailler, je pense, sur les petits détails pour que, justement, en plein marathon, on soit peut-être mieux outillé. Peut-être envisager la profondeur aussi. Tu as parlé de la blessure de Simons. Tu ne remplaces pas ce talent-là, mais si tu as la profondeur pour que collectivement tu compenses, ben, tu payes moins le prix dans certains matchs. Alors, je compléterai là-dessus pour Leipzig. Pour moi, c'est juste pas grand-chose, dans le fond. C'est comme ça que je le résumerais. Un dernier petit détail sur la Bundesliga avant de passer au dernier sujet. J'ai constaté au classement au moment où on se parle, parce qu'on a joué 22 matchs sur 34, donc on en est à peu près aux 2/3 de la saison déjà au moment où on enregistre. Il semble que
les 3 derniers, Heidenheim, Bochum et Holstein Kiel, sont regroupés tout seuls en bas. 14 points, 14 points, 13 points. C'est Heidenheim qui occupe la position de barragiste, le différentiel de but plus avantageux. Mais après, l'équipe qui suit, Heidenheim, qui connaît une saison difficile, mais que j'avais prédit un peu à cause de leur carence en défense qu'ils n'avaient pas compensé l'été dernier, et qu'ils avaient perdu en plus leurs meilleurs outils en attaque, notamment Bayer, que malheureusement Dortmund, on n'a pas vu encore. Enfin bon, on en a parlé de Dortmund, c'est assez. Là. Mais là, il y a quand même un écart de 7 points qui s'est accru en fin de semaine dernière, puisque Hoffenheim a remporté, pas Heidenheim, mais Hoffenheim, excusez-moi, Hoffenheim, qui a remporté donc une précieuse victoire contre le Werder Bremen en fin de semaine dernière, et qui donc a pris un 7 points d'écart sur le FC Heidenheim. Alors, avec 12 matchs à faire, c'est quand même un écart confortable entre le bloc relégable, les 3 derniers, même si je sais que le 16e, c'est un barragiste, il peut encore rester en Bundesliga. Mais après ça, ça reste que si tu veux espérer être dans le classement sans passer par les barrages, ça semble compliqué pour les 3 équipes dans le fond de classement. Même St. Pauli, qui a été promu cette année, moi j'avais dit attention à St. Pauli, me confirme qu'ils sont capables de se battre. Ils ont le même nombre de points qu'Hoffenheim, 21. C'est 7 de plus, le 14 points que Heidenheim et Bochum. Est-ce que les carottes sont déjà cuites pour ce qui est de la zone de relégation? Est-ce que les 3 équipes vont rester les mêmes à la fin de la saison, selon toi, ou si tu t'en tiens aux mathématiques et tu te dis 7 points, c'est encore rattrapable dans les circonstances? Mathématiquement, il n'y a rien, c'est pas un gouffre, mais c'est vrai qu'on commence à voir l'écart. Et je pense qu'il y a quand même des raisons assez objectives à cela. Le FC Heidenheim doit digérer cette saison le fait de jouer l'Europe, la petite Coupe d'Europe, la conférence et le championnat. Et c'est un club qui a grandi, qui est arrivé en première division, qui a fait une saison fantastique l'an passé, 23-24. Et là, évidemment, on doit jouer 2 tableaux, donc c'est pour les joueurs une nouveauté, une découverte. Il y a beaucoup d'influx nerveux qui doit sans doute s'évaporer, et puis il faut gérer, il faut avoir une gestion physique. Et puis le management très, comment on pourrait le qualifier? Demandeur à la clope un petit peu de Frank Schmidt. Ça doit être difficile pour les joueurs de ne pas avoir des moments où ils ont peut-être un peu besoin de souffler mentalement, physiquement. Ça me rappelle un peu l'Union Berlin, l'année où c'était monté fort, puis c'est retombé avec la Coupe d'Europe à côté où ça a mal marché. Donc Heidenheim, un peu normal, un peu logique, un peu compréhensible, un peu inéluctable qu'il y a des difficultés, Mathieu, cette saison. Bochum et Kiel ont des effectifs insuffisants. C'est clair, net et précis. Ils n'ont pas l'effectif pour faire une croisière paisible en Bundesliga, et donc ils galèrent, c'est normal. Bochum a fait un bon choix en faisant venir Dieter Hecking comme coach. Il y a eu quelques points intéressants grappillés ici ou là, et surtout Bochum, on l'a vu ce week-end contre Dortmund, a fait 2 très bonnes recrues, notamment le grec Masouras qui a donné des solutions en attaque et qui a un niveau, lui, clairement, de première division européenne. Et donc Bochum a peut-être de l'espoir grâce à ça. Il a su réagir cet hiver. Holstein Kiel, c'est trop faible, malgré la qualité de son entraîneur, malgré la solidarité du club et malgré le pédigré de Lewis Holby, qui est un peu le numéro 10, qui est un peu un joueur de calibre Bundesliga. Mais en dehors de ça, c'est insuffisant. Donc ces 3 clubs aux 3 dernières places, c'est compréhensible. Mais attention, Saint-Pauli, qui a les mêmes qualités un peu que Kiel, peut aussi flancher, c'est-à-dire l'effectif est peut-être un peu plus, il y a peut-être un peu plus de moelle dans l'effectif, mais Saint-Pauli peut aussi flancher. Hoffenheim, on a vu que le projet du club ne ressemblait pas à grand-chose. Aujourd'hui, on est complètement en grand écart entre un petit village, Offenheim-Sinsheim, c'est tout petit, et puis les ambitions démesurées effectivement du club, et le public, il n'y a pas la culture club derrière pour suivre ça. Donc Offenheim, gros point d'interrogation malgré les grosses qualités de l'effectif. Je veux dire, quand vous avez Andrej Kramaric dans votre club, vous pouvez vous sauver en claquant des doigts. C'est un peu ce qui s'est passé ce week-end. Il est passeur décisif 2 fois et ça sauve le TSG Offenheim. Mais vous n'êtes pas à l'abri que les joueurs perdent les pédales, que le club soit en crise de sens, en fait, en crise d'identité. Et donc, il faut garder un œil sur Offenheim. D'ailleurs, ça va quand même pas super bien au classement.
le changement d'entraîneur n'a rien apporté à Hoffenheim. Pellegrino Matarazzo, remplacé par Christian Ilzer, il n'y a pas de résultat. Donc, ils sont au-dessus de la ligne de flottaison, mais c'est quand même pas brillantissime. Et puis, Union de Berlin, bon, ben voilà, là, il y a des points d'avance, il y a une culture, on s'est installé en première division, on a fait venir Baumgart, qui est quand même un entraîneur de grande qualité managériale. Voilà, ça semble se dessiner comme tu dis, Mathieu, mais l'écart, 7 points, ça reste encore malgré tout accessible et on est à 12 journées de la fin, donc une surprise est toujours possible. Mais pour moi, les 3 derniers du classement, actuellement, c'est logique. C'est logique pour moi aussi. Cela dit, le FC Heidenheim est peut-être globalement en meilleure posture, même en situation de barrage, rien qu'à voir ce qu'ils font en Ligue Europa Conférence. Ils sont quand même dans le top 24, 16e place actuellement, alors que la phase de groupe n'est pas terminée dans cette compétition. Il reste encore 2 matchs, donc ils ne sont pas encore qualifiés pour le tour suivant, qui va se présenter sous un jour un peu différent parce qu'il n'y a pas de concept de relégation, bien sûr, et il n'y a pas non plus comme on dit, d'ultra-repêchage, mais il va y avoir donc un 16e de finale pour le FC Heidenheim, si tout va bien, en Ligue Europa Conférence. Ça risque de les occuper beaucoup par rapport à la Bundesliga, mais on sent que l'équipe, du moins pour ce qui est du calendrier régulier en Allemagne, on en avait parlé plus tôt cette saison, l'équipe paye un peu le prix de la perte de ses 3 meilleurs joueurs de l'an passé. À un moment donné, pour une équipe comme ça ne se remplace pas en criant ciseaux. Et ça se ressent sur le terrain. Parlez-en à Mönchengladbach, qui est très content d'être allé chercher Tim Kleindins, qui avait fait pas mal de flamèches avec Heidenheim l'année passée, et qui en fait à Mönchengladbach, qui se cherchait sans doute un attaquant. Absolument. Et on voit au classement Mönchengladbach qui est au-dessus du ventre mou. Ça, je ne m'attendais pas à ça, je dois dire, mais Kleindins a changé pas mal de choses. C'est vous dire comment c'est important. Dernier sujet, David, qui sort un peu du cadre des clubs. On parle de la pause de micro pour les arbitres en Bundesliga. On parle de cette initiative qui a été initiée, donc on a appris ça récemment au mois de janvier. Et je voulais savoir comment cette initiative elle est perçue au pays. Est-ce qu'on voit ça comme une avancée, un progrès? Je sais qu'en Allemagne, l'arbitrage, il y a toujours des spécificités locales ou, si on veut, nationales. Et je sais qu'en Allemagne, et c'est une des raisons pourquoi j'ai toujours aimé le foot allemand, les contestations auprès des arbitres ne sont pas aussi virulentes que dans certains autres pays. On semble avoir un plus grand respect pour l'autorité là-bas. Et c'est bizarre, mais j'entends moins parler de scandale arbitral, à moins que corrige-moi si je me trompe, David, peut-être qu'il y en a dans les médias en Allemagne et que moi, je n'ai pas pu voir, tu pourras me corriger. Mais toujours est-il, maintenant qu'on a annoncé qu'on poserait des micros sur les arbitres, comment on réagit là-bas? Est-ce qu'on voit les bienfaits? Est-ce qu'on est mi-figue, mi-raisin exactement? Là? Et selon toi, comment tu penses que ça va se passer maintenant qu'on va avoir cette initiative? Est-ce qu'on va enfin avoir un premier échantillon, un portrait de ce que ça va donner pour que peut-être, on ne sait jamais, d'autres s'en inspirent ou envisagent peut-être une initiative similaire, je ne sais pas. Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mon cher David. Ben, je ne suis pas convaincu par l'initiative. Factuellement, il s'agit de donner à l'arbitre un bouton sur lequel il appuie pour parler dans le stade en public, pour expliquer une décision arbitrale via la vidéo, notamment l'attribution ou le renoncement à un penalty. Je ne suis pas convaincu parce que je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose de plus que ce qu'on peut avoir affiché sur un écran de manière très simple. Les premiers arbitres qui ont été confrontés à la situation ont expliqué qu'ils donnaient du factuel pur au public et que donc il n'y avait pas de subjectivité, il y avait pas on faisait pas un roman, on mettait pas un style personnel dans le truc, c'est purement informatif. Donc je vois pas trop l'intérêt, même si diminuer la distance entre l'autorité qui décide et le public des supporters, je trouve que c'est une bonne démarche. Mais l'arbitre, ça lui rajoute du stress. Il doit faire pas d'erreur non plus dans ce domaine-là, alors qu'il est concentré sur le match. Je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. On comprend en rugby, par exemple, l'arbitre qui est branché quasi en permanence et qui donne
les explications, voilà comment on s'engage dans une mêlée, voilà ce qu'il ne faut pas faire, monsieur, faites attention, vous allez être hors jeu, etc. C'est très intéressant pour la télévision, ça apporte une valeur ajoutée. Là, la phase qui est mise dans le micro concrètement pour l'arbitrage ici n'apporte pas grand-chose pour l'instant, en l'état actuel des choses. En Allemagne, il y a eu assez peu de rebonds médiatiques autour de ça parce qu'on voit bien que ce n'est pas la révolution de l'arbitrage, ce n'est pas la révolution de la nouvelle technologie, il n'y a rien d'assistance artificielle là-dedans, donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est une évolution, c'est un test, c'est quelques stades qui sont concernés, et puis sur des situations très, très précises, très concrètes. Si, alors en Allemagne, il y a quand même quelques polémiques quand même. Alors chaque semaine, il y a des discussions bien sûr sur les plateaux en télé, ça fait partie du folklore. Les arbitres expliquent un peu leurs décisions quand c'est très très controversé. Ça c'est bien parce qu'ils désamorcent tout de suite la discussion auprès du diffuseur télé. Les arbitres viennent parler au micro, c'est super. On n'a pas ça par exemple en Ligue 1, ça manque. Et puis il y a eu quand même aussi quelques scandales arbitraux. Il y a eu quelques cas où l'arbitre a été convaincu de tricherie. Alors c'est sur la longueur des saisons, hein. Ça arrive pas tous les mois, mais c'est arrivé aussi. Il y a eu un lot de scandales aussi malgré tout en Allemagne. Le principal problème aujourd'hui, il n'est pas allemand, il est général. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les mains dans la surface, qu'est-ce qu'on fait avec la tricherie permanente au cours des matchs où on a la sensation quand même que la défense prend le pas sur l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger Moussiala? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger Florian Wirtz? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les artistes? Mais ça, c'est un débat qui dépasse évidemment la Bundesliga. Pour la nouveauté là, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, aujourd'hui, il n'y a pas eu une résonance médiatique au-delà de cette expérimentation. Je ne dis pas que c'est négatif, mais je n'ai pas la sensation que ça a apporté grand-chose et les médias n'en ont pas fait des caisses derrière parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une innovation, Mathieu, qui apporte tellement dans la fluidité des matchs. Je dirais même que c'est même contre-productif puisque ça va ralentir encore le processus de validation d'un but, de validation d'une action, tu vois, ou de retour sur un penalty accordé à tort. Ça alourdit un peu le processus et aujourd'hui, je ne trouve pas ça très pertinent. Moi, j'aurais quand même voulu voir l'initiative, mais peut-être pas forcément en Allemagne, dans un endroit où la contestation arbitrale déjà sur le terrain, elle est peut-être plus accentuée. Ça aurait peut-être amené les joueurs à être moins virulents ou plus calmes. Ensuite, il y a toujours la possibilité d'instruire le public. C'est-à-dire, on t'ouvre pas ton micro en permanence, mais dans des moments précis, tu peux à ce moment-là instruire le public de qu'est-ce qui se passe ou le pourquoi de la décision très rapidement, comme ça se fait dans d'autres sports. Et moi, je reviens à ce que je dis souvent lorsqu'on essaie de mettre une innovation. Tout dépend des paramètres que tu veux mettre en place pour en maximiser l'usage. Donc, ce n'est pas une question d'être tranché sur le pour et le contre. C'est plutôt parce que moi, tu sais, je n'aime pas fermer des portes et je regarde, par exemple, tel sport utilise tel paramètre, un autre utilise tel paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, et là, je vais te rejoindre sur un point. Moi, j'aimerais qu'on règle la question. Et je pense que là-dessus, certaines innovations ont mis ça de l'avant quand même un peu plus, même si on n'en parle pas autant, je trouve qu'on voudrait. C'est, selon moi, là, qu'il y a des règlements qu'il va falloir clarifier ou rendre plus cohérents. Ça fait longtemps, moi, que ça m'obsède. Tu parlais des mains dans la surface. Je suis un peu du même avis qu'un Didier Roustan, par exemple. C'est-à-dire, à moins que tu sentes que ce soit vraiment volontaire, et j'ai remarqué que ça se voit quand c'est volontaire, mais ça se voit pour tout le monde. Très souvent, oui. Très souvent, mais c'est plutôt rare. Mais quand tu as une main à la surface qui est involontaire, en dehors de la surface, on siffle quand même. Alors, restons dans la même logique. Tu fais coup franc indirect, mais comme c'est dans la surface, c'est coup franc indirect. Ça va amener des éléments tactiques, je trouve, de faire ça comme ça, alors que ce soit accidentel ou pas. Au moins, c'est clair, c'est net, et tu n'as pas à expliquer. Et ça va faire une situation où on n'aura même pas à vérifier nécessairement si la main est involontaire ou pas pour dire on décerne un penalty. Tu sais qu'il y a eu une main, coup franc indirect, tu n'as pas à aller. Ça va faire une situation où le VAR va être moins utilisé, justement. Ça va être mieux encadré. Au même titre que, justement, moi, je pense que le VAR, on devrait l'utiliser peut-être un peu plus pour ce que j'appellerais les franchissements de ligne. Quand un juge de touche, par exemple, peut se tromper, le ballon est sorti, mais il ne siffle pas l'arrêt du jeu. C'est un exemple que j'évoque parce que moi, j'ai vu
avant le VAR des situations comme ça. Et ça, c'est une situation où le VAR n'intervient peut-être pas assez quand ça se produit. Tu vois, tout est dans les paramètres. Je pense que c'est là-dessus que ça va jouer. Où sont les paramètres qui sont utiles, mais surtout comment tu modifies les règlements qui, selon moi, on ne les traite pas de la même façon dans la surface qu'en dehors. Moi, je trouve ça absurde. Donc, ça aiderait à clarifier la situation davantage. D'autant plus que le jeu est tellement rapide que, à un moment donné, les arbitres ont quand même besoin d'être aidés un peu. Si tu t'assouplis un peu le règlement pour que ce soit clair, je pense que les arbitres vont mieux travailler, peu importe qu'on leur donne des outils à leur disposition, qui demandent un ajustement, certes, là, mais ça, c'est autre chose. Bon. Alors, je vais conclure là-dessus, parce que je ne veux pas trop élaborer, mais je trouve ton analyse intéressante, mais je comprends que tu puisses avoir des réserves. Moi, bizarrement, je comprends, par contre, ton argument que c'est un problème général. C'est pour ça que j'aurais peut-être voulu voir le micro ou les micros arbitrales dans une situation où la contestation elle est beaucoup plus grande, voir comment les joueurs auraient réagi par rapport à ça, pour éviter d'aller contester. En MLS, par exemple, on a mis une règle en place, c'est un seul joueur doit venir voir l'arbitre pour contester. S'il y en a 3-4, il y a un risque d'un carton. Et donc, et tout ça. Et là, ça a calmé des joueurs. Absolument. Et ça a un effet dissuasif. J'ai trouvé l'initiative intéressante. Tu vois, Puis j'aimerais ça aussi qu'on revoie peut-être une règle. Là, à chaque fois que tu as des joueurs qui crient à la crampe en fin de match ou quoi que ce soit, est-ce que justement, pour accélérer le jeu, tu parlais de la fluidité du jeu, pour accélérer le jeu, écoute, tu as une crampe, tu sors pendant tant de minutes. Et tu reviens seulement si on te l'autorise. Tu vas voir qu'il va y avoir moins de joueurs qui vont jouer cette feinte-là pour gagner du temps, sachant que tu vas te retrouver en infériorité numérique pendant 2 minutes, 5 minutes, mettons. C'est une idée que j'avance comme ça. Je vais conclure là-dessus. Hey, David, merci beaucoup encore une fois pour tes interventions et ton analyse. Avec plaisir, Mathieu. Très intéressant. C'est toujours intéressant de t'écouter et de discuter avec toi de foot allemand et même parfois un peu au-delà. Et quand on va se reparler, ça se sera singulièrement décanté sur la scène européenne pour tous les clubs engagés. Il y a Francfort qu'on n'a pas trop cité, Heidenheim encore aussi. Et puis en Ligue des Champions, maintenant ça va compter, quoi, hein. On va voir si les 3 clubs qui restent sont capables de basculer du bon côté, c'est-à-dire passer le cap des 8e de finale. On risque, je serais peut-être démenti, mais on risque d'avoir 3 clubs qualifiés pour les 8e parce que Dortmund est bien engagé pour son match retour. C'est pareil aussi pour le FC Bayern, qui est allé gagner 2-1 à Glasgow et donc devrait retrouver le Bayer Leverkusen en 8e, mais c'est là que ça va commencer à compter, que les adversaires vont être forts, le Barcelone, Arsenal, Liverpool, Real Madrid et autres, et Manchester City et Paris Saint-Germain. C'est là que ça va compter, et quand on va se reparler, eh bien, on aura beaucoup de choses à dire aussi sur la scène continentale. Oui, on va se reparler certainement au mois de mars pendant la pause internationale qui sera de retour, et on verra à ce moment-là au niveau du calendrier, que ce soit des compétitions européennes et aussi en Bundesliga, où est-ce qu'on en est. Il risque d'y avoir des petites surprises. Mais je n'oublie pas Francfort et Heidenheim. Probablement qu'on va en reparler parce que leur situation au classement fait que ça va être difficile d'y échapper. Merci encore une fois, mon cher David. Je rappelle que le podcast et vidéodiffusion Casa Foot est disponible sur YouTube, mais également en audio sur Spreaker, Spotify, Google Arts Radio, Deezer, Podcast Addict, ainsi que d'autres plateformes comme iTunes aussi. Donc, on se multiplie sur les ondes. Vous pouvez facilement nous trouver. Et ça va être avec plaisir. Si vous avez des questions, vous avez le droit de nous les poser. Je vous rappelle aussi qu'on est toujours à la recherche d'un commanditaire. Si vous avez des indications, des indices ou des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. On est très réceptifs. Ça va nous faire plaisir. On se retrouve donc dans un mois, au mois de mars, pour la prochaine émission de Casa Foot. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay et en mon nom ainsi que celui de David Lortolari. Je vous dis au revoir et à très bientôt.